Merci beaucoup. Merci, M. Caprès. J'essaierai d'éluder vos questions, mais si vous me permettez, tout au long de la journée, on a entendu un certain nombre de choses sur les médias et vous venez d'en rajouter. Les médias sont le service de presse, a-t-on dit, du terrorisme. Ce sont des médias qui sont assez stupides pour passer les images des terroristes. Et là, vous donnez l'exemple dont je ne connais pas le fond de l'affaire, d'une interview en direct d'un otage. Je ne sais pas si c'est l'otage qui a téléphoné à la chaîne télé ou le contraire, et dans quelles circonstances, etc. Donc, doit-on exercer une autocensure? Dans quelle mesure doit-on respecter des demandes des autorités à retenir, à cacher certaines informations? Ce sont des dilemmes du journaliste. Et ça, je m'excuse, mais je vais peut-être vous énoncer plus d'interrogations que de réponses claires et définitives. Ce sont les questions que nous posons en faisant notre métier. Et nous faisons de notre mieux en conscience, sachant que nous travaillons sous les contraintes du direct, du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de la concurrence, des inconnus et des aléas et de la demande de toujours avoir des informations vérifiées et définitives dans un brouillard innommable. Et donc, par rapport à tout ça, j'ai travaillé presque 40 ans pour une agence qui essayait de faire le mieux possible pour rester dans l'exactitude, la précision, la fiabilité des informations, de ne pas utiliser un vocabulaire partisan. Donc la question que doit-on nommer un acte de violence politique se pose tout à fait. Et la question que je poserai au retour, c'est est-ce que le monde est mieux servi si les agences de presse appellent les uns terroristes, les autres combattants ou combattants de la liberté peut-être. Je veux dire, sans aller jusqu'à dire que le terroriste de l'un est le combattant de la liberté de l'autre, réfléchissons au fait que Nelson Mandela, Yitzhak Shamir, Hashim Thaçi, Jerry Adams, Yasser Arafat, Ahmed Ben Bella et tant d'autres, en leur temps, ont été appelés terroristes par des autorités. Et les journalistes se sont vus reprocher lorsqu'ils n'ont pas repris ce vocabulaire. Donc, il y a un sujet. Et face à ce sujet, je me permets de vous citer le manuel des journalistes de Reuters, parce que c'était ma Bible, en quelque sorte, mon Coran, pendant 40 ans, qui dit « Décrivez les actions, identités et déclarations objectivement et de manière factuelle. Évitez les jugements de valeur. Utilisez un langage neutre qui permet aux individus, aux organisations et aux gouvernements de former leur propre jugement. Soyez aussi spécifiques que possible. » Bon. Est-ce que quelqu'un trouve quelque chose à redire là-dedans? Est-ce que le monde serait mieux servi si, au lieu de suivre ça, je dirais celui-là, c'est un terroriste qui vient de commettre un outrage contre la société libre, le monde libre, etc. Donc, je pense qu'il y a des raisons pour lesquelles le journaliste doit essayer de garder une certaine neutralité dans la description des faits. Ensuite, évidemment, on essaye toujours de faire en sorte que nous prenons fait et cause pour, généralement, la cause des autorités dans n'importe quel pays, que ce soit la Turquie, la Russie ou d'autres pays qui subissent des attentats. Et lorsque je suis journaliste, par exemple, imaginons que je suis journaliste français ou belge en poste en Russie, et qu'il y a un attentat qui est revendiqué par des séparatistes tchétchènes.
est-ce que je l'appelle du terrorisme? Est-ce que j'explique ou non le fond du conflit tchétchène et les choses qui se sont passées pendant les guerres de Tchétchénie, etc. Alors, souvent, nos lecteurs, nos téléspectateurs, nos auditeurs voudraient qu'on soit objectif lorsqu'il s'agit de conflits ailleurs dans le monde, mais lorsqu'il s'agit d'un attentat à l'aéroport de Bruxelles ou à Paris, il voudrait qu'on embrasse naturellement le langage partisan des autorités. Souvenez-vous du président Bush qui, au lendemain des attentats du 11 septembre, a déclaré « soit vous êtes avec nous, soit vous êtes du côté des terroristes ». Et c'est un argument qu'on utilise facilement avec les journalistes. Que le fait d'essayer, d'expliquer, de creuser, etc., ce serait en quelque sorte faire l'apologie du terrorisme. C'est ce qui, à mon sens, n'est pas du tout le cas. Mais si on réduit le terrorisme purement, disons, à une histoire religieuse, je pense qu'on tronque la chose. Si on le réduit purement à une histoire policière, je pense qu'on tronque l'information. Si on ne prend pas en compte les conflits dans le monde, si on ne prend pas en compte les idéologies liées au colonialisme, à la libération des pays anciennement colonisés, au ressentiment qui reste, à l'immigration, aux difficultés des immigrés à s'intégrer dans nos sociétés, à la discrimination dont ils font peut-être l'objet, eh bien, on tronque le sujet. Et alors, évidemment, quand on en parle directement après un attentat, ça peut choquer. Mais est-ce que ce n'est pas choquant aussi que sur un plateau de télévision, tout de suite après un attentat, on fait venir un ancien chef de la police qui soit briefé par les services auxquels il a appartenu, soit ne l'est pas. Et lui, on le prend comme autorité sur le terrorisme, mais on ne prend pas des gens qui vont nous parler du contexte plus large des attentats et des conflits. Donc voilà, je pense que le journaliste est face à beaucoup de dilemmes. Devons-nous cacher des choses ? Pourquoi et à la demande de qui? Moi, personnellement, il m'est arrivé de retenir des informations à la demande des autorités lorsqu'on m'a dit que des vies humaines étaient en danger. Mais il m'est arrivé aussi qu'on me reproche de mettre des vies en danger parce que, par exemple, lorsque j'étais chef de poste en Israël, j'ai publié une dépêche qui révélait l'existence d'unités secrètes de l'armée israélienne qui, déguisées en palestiniens, intervenaient dans les territoires occupés pour éliminer ou parfois arrêter des personnes soupçonnées d'actes militants dans l'intifada. Et cette histoire est née d'une histoire de liberté de la presse. Au départ, j'ai envoyé un jour un reporter dans un village palestinien qui a montré sa carte de presse et qui a été tabassé par les jeunes militants du quartier qui lui ont expliqué qu'on leur avait déjà fait le coup. Et effectivement, quelques jours auparavant, des gens de la sécurité israélienne se faisant passer pour des journalistes étaient venus et avaient utilisé la ruse, si vous voulez, le déguisement de journaliste pour pénétrer là où ils ne pouvaient pas pénétrer en uniforme. Bon, j'ai eu des difficultés avec les autorités israéliennes à cette époque-là. Et d'ailleurs, mon amitié avec Eli Barnavi, en quelque sorte, a survécu à l'épreuve de feu de cette époque-là, où j'ai rapidement perdu beaucoup d'amis israéliens. Et j'ai eu le reproche, j'ai subi le même reproche à Bruxelles lors des attentats des cellules communistes combattantes dont parlait M. Van Doren, lorsque j'ai signalé dans une dépêche que l'OTAN ne prenait pas toujours la sécurité très au sérieux et que face à ce mouvement de terrorisme, et tout
le personnel de l'OTAN, du staff international de l'OTAN, circulait avec des plaques de voitures identiques, commençant par les 3 mêmes lettres. Bon, j'ai eu des coups de fil furibonds des autorités de l'OTAN, moyennant quoi ils ont changé ce système très rapidement. Et ça a peut-être mis en sécurité, ou plus en sécurité, le personnel. Donc, il y a des tas de questions là-dedans. Je ne peux pas vous donner des réponses définitives, mais je pense que je voudrais énoncer 5 principes, si vous voulez, qui sont, pour le journaliste, à méditer. D'abord, face au terrorisme comme face à d'autres défis, ne jamais suspendre ses facultés critiques par rapport aux informations, qu'elles soient officielles ou d'organisations comme Daesh ou autres. L'examen critique et contradictoire est la base de la liberté dans nos sociétés. Il y a une belle citation de Katharine Graham, l'ancienne propriétaire du Washington Post, lorsqu'on lui reprochait de faire la publicité aux terroristes. Elle a dit la publicité, c'est peut-être l'oxygène du terrorisme, mais l'information, c'est le sang vital de la liberté. Et cette information, c'est à nous de la faire, parfois en se faisant critiquer. Deuxièmement, je dirais, principe, examiner les origines, les causes et les mécanismes de la violence politique. Toujours essayer de comprendre et expliquer. Expliquer n'est pas excuser. Éviter simplement la diabolisation et le langage émotionnel. Je sais que c'est difficile. Je comprends les raisons qui amènent un gouvernement à dire « nous sommes en guerre contre le terrorisme ». Mais ce matin, lors de cette visite à ce magnifique musée de Bastogne, on a vu ce que c'est vraiment qu'une guerre. Et ce que nous vivons aujourd'hui, ce conflit avec Daesh et avec d'autres organisations, c'est un conflit de longue haleine, c'est un conflit qui a parfois des aspects militaires, mais qui est surtout de travail de renseignement policier, aussi un travail social pour assécher le marais qui donne les radicalisés et qui ensuite donne une petite frange qui participe activement aux attentats. Mais je pense qu'il faut toujours essayer de comprendre. Éviter l'exagération et le sensationnalisme, c'est le plus grand risque du journalisme. Alors, des fois, on dit « oui, mais vous ne pouvez pas relativiser le terrorisme ». Mais attendez, même dans une très mauvaise année, en France, il y a eu moins de personnes qui sont mortes du fait de terrorisme, même par un facteur de plus de 10, que des tués des accidents de la route. Alors, peut-être qu'on n'accepte absolument pas la comparaison. Évidemment, la volonté, c'est de donner l'effroi. Mais en fait, ça veut dire que vous avez beaucoup plus de chances de mourir en France en traversant la route que d'être pris dans un attentat terroriste. Et justement, il faut dégonfler un petit peu la baudruche du terrorisme, il me semble. Tout en le prenant au sérieux, et je comprends les gouvernements, on les tient pour responsables. S'ils ne déclarent pas la guerre, on leur reproche « Ah, vous n'avez pas fait assez », etc. Si on ne menace pas de retirer la nationalité, on laisse du terrain à des plus extrémistes que soi. Et donc, je comprends la tentation des gouvernements, mais je pense que le journalisme, là, a vraiment un devoir de mettre les choses en perspective, de mettre un événement dans son contexte plus large, bref, de faire en sorte que la perception du terrorisme ne noie pas tout le reste. Ensuite, je crois, c'est de prendre en compte les sensibilités du public, des citoyens. C'est très difficile,
mais il y a des images qu'on ne doit pas montrer. Par exemple, pour moi, nous avons eu des débats dans la rédaction chef là, sur des questions. Est-ce qu'on montre une décapitation parce que c'est quelque chose d'horrible et que de toute façon ça circule sur les réseaux sociaux, ou est-ce qu'on fait le choix de ne pas montrer parce que ça choque, ça offense, ça blesse et ça peut aussi jeter justement l'effraie que souhaitent, etc. Ce sont des questions sur lesquelles je pense qu'on peut être entre différents avis, entre gens de bonne foi. Personnellement, je pense qu'il faut avoir toujours à l'esprit, même dans le direct, même dans l'urgence absolue, la sensibilité des téléspectateurs, des auditeurs et des lecteurs. Et retenir des images pour sauver des vies, ça me semble évident, du moment que ce n'est pas, disons, trahi. Dernier point, je pense que dans la couverture du terrorisme comme le reste, il faut que le journaliste protège ses sources des informations et protège aussi ses informations. Donc, le journaliste est dans son rôle, il n'est pas policier. Je pense que le terrorisme ou la lutte contre le terrorisme, aussi importante qu'elle soit, ne change pas fondamentalement les libertés fondamentales de notre société. Et donc, le journalisme, il doit interroger sur quel est le degré acceptable de surveillance dans la société. Nous en avons entendu un petit peu parler dans l'intervention précédente. Jusqu'où est-ce que les services sont légitimes à lire tous vos emails sous prétexte de lutte contre le terrorisme? Merci. Voilà, je finis par une interrogation, mais voilà les principes qui me semblent devoir guider le journaliste lorsqu'il est en prise avec le terrorisme.